La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je vais répondre à la question suivante. Est-ce que la bourse canadienne, c'est un bon indicateur de la santé de notre économie? Et je vous parle de ça parce que depuis le début de l'année, l'indice boursier canadien, le S&P TSX composé, il a monté d'environ 15%, tandis que l'indice boursier américain, le S&P 500, lui affiche que 9,5% de rendement year to date. Autrement dit, à date, en 2025, le marché canadien, il surperforme le marché américain, mais est-ce que le fait que la bourse de Toronto elle atteint de nouveaux records, est-ce que ça veut dire que l'économie du Canada est plus forte que jamais? La réponse à ça, c'est pas nécessairement. Si on regarde du côté de l'inflation, les chiffres officiels ils peuvent sembler rassurants, c'est-à-dire que l'indice des prix à la consommation il a augmenté de 1,7% en juillet, donc c'est en baisse par rapport à 1,9% en juin. Mais si on creuse un peu plus loin, on constate que cette accalmie-là, c'est principalement dû à la baisse du prix de l'essence. Si on enlève la composante de l'essence, le taux d'inflation sur une base annuelle, il reste à 2,5%. Et surtout, la hausse des prix est encore considérable dans les épiceries. Le prix des aliments il a grimpé de 3,4%. Là-dedans, on peut voir que le prix du café il est en hausse de 28%. Du côté des fruits, on parle d'une hausse de 30%. Donc, depuis 2020, le coût des aliments en général il a augmenté de 27%. Donc, c'est quelque chose qui pèse énormément sur le pouvoir d'achat des Canadiens. Si on regarde seulement l'inflation officielle qui est basée sur l'IPC global, qui est en hausse de 1,7%, ça donne l'impression que c'est négligeable, mais la réalité qui est vécue par les ménages, c'est bien différent de ça. Et sans compter l'augmentation du prix des assurances, le prix du loyer, etc. Et si on regarde l'immobilier au Canada, on voit également un contraste frappant entre le Québec et le reste du pays. Dans notre province, les ventes de propriétés ils continuent à exploser autant à Québec, Trois-Rivières et à Montréal. D'ailleurs, le prix moyen d'une maison à Montréal, ça dépasse maintenant le million de dollars. Mais si on regarde ailleurs au Canada, le marché immobilier il est en recul, surtout avec les condos neufs qui inondent le marché. Le prix des condos neufs qui sont en baisse autant en Ontario et à Vancouver. C'est-à-dire que de ce côté-là, l'offre de condos, elle dépasse largement la demande pour des condos. Et si on ajoute à ça le marché du travail, c'est encore un signe de fragilité. En juillet, on a perdu 41 000 emplois au Canada. Officiellement, le taux de chômage, il reste à 6,9%, mais ça ne veut pas dire que la situation s'améliore. Et ce sont surtout les jeunes de 15 à 24 ans qui écopent le plus. On parle d'une perte de 34 000 emplois en un seul mois, donc c'est pour le mois de juillet, et leur taux de chômage pour les 15 à 24 ans, il est monté à 14,6%. Et ça, c'est le niveau le plus élevé depuis 2010. Là, évidemment, on exclut la période de pandémie. Et c'est une statistique inquiétante parce que ça veut dire qu'une génération qui arrive sur le marché du travail, elle se cogne déjà à un mur. Elle a de la difficulté à se trouver un emploi. Même chose pour les étudiants qui cherchent un emploi durant l'été. Et un autre signal rouge, c'est du côté du secteur de la construction, qui a perdu 22 000 emplois en juillet. Et quand la construction ralentit, ça ne touche pas juste les travailleurs dans ce secteur-là, ça se répercute sur toute l'économie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie de la construction, ces gens-là consomment, donc s'ils perdent leur job, nécessairement, ça va affecter leurs habitudes de consommation et ça va toucher d'autres secteurs d'activité que simplement la construction.
Et là, du côté de la Banque du Canada, la situation est un peu délicate. Ça fait plusieurs mois que le taux directeur il est maintenu à 2,75%, mais à mon avis, il y a 1 ou 2 baisses de taux d'intérêt qui s'en viennent d'ici la fin de l'année 2025, avec un marché du travail qui commence à ralentir, une inflation qui est en apparence sous contrôle et des ménages qui sont fortement endettés. Je pense que la Banque du Canada, elle va opter pour un assouplissement de sa politique monétaire, juste question de stimuler un peu l'économie canadienne. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, Jérôme Powell, le président de la Fed, il a ouvert la porte à une baisse des taux dès le mois de septembre. Et évidemment, les marchés boursiers ont réagi positivement à cette annonce-là. La perspective d'une réduction du taux directeur aux États-Unis, évidemment, ça l'excite les investisseurs, mais Powell a quand même rappelé que l'inflation demeure un risque, notamment l'inflation qui est liée aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis. Et au fait, si on regarde du côté de l'indice des prix à la production aux États-Unis, il y a eu une augmentation de 0,9% en juillet, et ça, c'est la plus forte hausse depuis 3 ans. Et on explique cette augmentation des prix-là du côté des producteurs en raison des tarifs douaniers qui sont appliqués sur les matières premières qu'ils doivent importer. Et ce qu'on peut en déduire, c'est que si le coût de production augmente pour les producteurs, quelque part dans le temps, les compagnies vont devoir monter le prix de leurs produits et ça va se refléter ultimement sur l'indice des prix à la consommation. En d'autres mots, souvent, une forte augmentation de l'indice des prix à la production, c'est un indicateur qui nous permet de prévoir une remontée de l'inflation parce que ça commence toujours du côté des producteurs, les compagnies montent le prix de leurs produits et ultimement, c'est toujours le consommateur qui paye pour ça. Dans le même ordre d'idées, depuis quelques semaines, on a pu voir plusieurs résultats financiers d'entreprises dans le secteur de la vente au détail qui nous donnent un peu le pouls de l'économie américaine. Tout d'abord, on regarde du côté de Home Depot et Lowe's qui ressentent eux autres déjà l'impact des taux d'intérêt élevés, les consommateurs qui retardent leur projet de rénovation et ça pousse les détaillants comme Home Depot à se tourner vers le marché professionnel pour essayer de venir compenser ça. Sinon, il y a aussi du côté de Walmart qui affiche des bénéfices qui sont en dessous des attentes des analystes. Malgré ça, ils ont quand même eu une hausse des ventes, donc ça va pas super mal non plus pour Walmart. Du côté de Target, eux autres, ils continuent encore de perdre des parts de marché. Et en ce qui a trait au secteur de l'intelligence artificielle, on a pu voir le titre Palantir qui a chuté de 20% en 6 jours, et ça c'est suite à un rapport de Citron Research qui eux autres dénoncent une valorisation qui est déconnectée des fondamentaux. Et pour ceux qui ne le savent pas, Citron Research, c'est une firme de vendeurs à découvert qui est quand même connue, donc c'est du monde qui mise sur la baisse du prix d'une action, et eux autres, ils partagent leur analyse au grand public en expliquant pourquoi ils considèrent que telle ou telle compagnie est surévaluée ou cette compagnie-là est considérée comme frauduleuse ou le modèle d'affaires ne fonctionne pas. Et c'est sûr que si on se penche du côté de Palantir, même en considérant tous les contrats gouvernementaux, la valorisation, elle reste extrêmement élevée. Le prix de l'action, c'est un multiple d'à peu près 500 fois le bénéfice par action. Et même en comparant avec le chiffre d'affaires, la valorisation de Palantir, c'est l'équivalent de plus de 116 fois les ventes de l'entreprise. Donc, c'est sûr que ce titre-là, pas besoin de Citron Research pour voir que potentiellement, cette compagnie-là, elle est surévaluée. Encore là, un peu comme Nvidia qui m'apparaissait dans le temps, une compagnie comme étant très surévaluée par le marché. Finalement, la croissance s'est concrétisée, puis finalement, Nvidia fait partie des plus grandes compagnies au monde. Donc, est-ce que ça va être la même chose pour Palantir? L'avenir nous le dira. Pour le moment, je n'ai pas de position dans cette entreprise-là. Et du côté de l'industrie des microprocesseurs, il y a Intel qui a bondi de 5,5% après que le gouvernement Trump a annoncé une participation de 10% dans Intel. Et ça, c'est une preuve de l'intervention directe de l'État
pour venir protéger ces producteurs locaux, contrairement à AMD ou Nvidia, qui eux autres, ils n'ont aucun soutien gouvernemental. En fait, la situation est encore plus défavorable pour AMD et Nvidia. Récemment, ils ont accepté de verser au gouvernement américain 15% de leurs revenus qui proviennent de la vente de puces d'intelligence artificielle à la Chine. Autrement dit, c'est une forme de taxe à l'exportation qui les pénalise directement sur leurs ventes effectuées en Chine. Et encore une fois, c'est un bel exemple de l'interventionnisme de l'administration Trump qui essaie de contrôler les conditions du marché de façon à favoriser les compagnies qui produisent à l'intérieur des États-Unis. De mon côté, malgré tout ça, ma nouvelle position dans AMD, elle performe très bien pour le moment. On parle d'une hausse de plus de 80% par rapport à mon prix d'achat moyen. Match Group et Global Payment sont également dans le positif, donc des positions que j'ai prises durant la correction liée aux tarifs réciproques. Par contre, du côté de Adobe et UPS, eux autres, ils traînent encore de la patte et sont dans le rouge encore présentement. Et je vous rappelle que j'avais également pris de nouvelles positions sur le marché canadien durant cette même correction-là. Et les actions canadiennes que j'avais achetées, c'était Magna International, BRP et Saputo. Et au moment que j'ai pris position, ça paraissait un peu absurde. J'ai reçu plein de commentaires qui me disaient à quel point c'était pas une bonne idée d'investir dans les actions canadiennes avec les fameux tarifs de Trump. Mais si on regarde quelques mois plus tard, les trois titres sont déjà dans le vert. Saputo et BRP y affichent environ plus 40%. Et Magna, on est en hausse de 30%. Et si vous voulez vous rafraîchir la mémoire par rapport à mon analyse de Saputo et aux transactions d'Insider qui m'avaient justement poussé à faire l'achat au prix de 24$ par action, je vous invite à écouter l'épisode 275 du podcast. Vous allez avoir tous les détails par rapport à pourquoi j'ai rentré dans Saputo. Et si on revient au sujet d'aujourd'hui, comment on explique que la bourse canadienne, elle atteint de nouveaux sommets historiques, tandis que de l'autre bord, l'économie canadienne, elle commence à montrer quelques signes de faiblesse? La réponse est simple, le TSX, il est dominé par les secteurs de l'énergie, donc pétrole, gaz naturel, par les ressources naturelles et par le secteur des services financiers. Et ces compagnies-là, elles profitent présentement de prix élevés du côté des matières premières, comme l'or et le pétrole brut. Et en plus, on se rend compte qu'il y a une certaine rotation sectorielle en ce moment, c'est-à-dire que les investisseurs ils commencent à vendre un peu d'actions technologiques américaines pour se rediriger dans d'autres secteurs d'activité, entre autres vers le marché canadien. Et même si l'économie canadienne, dans son ensemble, n'est pas nécessairement au top, le marché boursier, lui, reflète plutôt l'optimisme dans ces secteurs d'activité-là qui sont surpondérés dans l'indice TSX. Et là, avec la récente annonce de Mark Carney qui retire les contre-tarifs du Canada justement pour s'aligner sur les exemptions qui ont été offertes par les États-Unis dans le cadre de l'ACUM, bien, cette décision-là, ça donne un meilleur climat aux négociations commerciales entre les deux pays et logiquement, bien, ça vient rassurer également les investisseurs qui veulent miser sur le marché canadien. Mais reste que les tarifs de Trump sur l'acier, le bois d'œuvre et l'aluminium, ça reste toujours en vigueur, mais c'est sûr que ça touche des secteurs très spécifiques, donc c'est pas nécessairement une bonne chose, mais disons que c'est moins pire pour la santé globale de notre économie. En résumé, on a quand même une espèce de paradoxe avec l'économie canadienne qui affiche un marché du travail qui commence à être en difficulté, un marché immobilier qui commence à flancher, mais de l'autre bord, l'indice boursier canadien qui bat des records. Et tout ça parce que la bourse canadienne, comme je vous dis, elle est tirée vers le haut par le secteur de l'énergie, les matériaux de base et les services financiers. Et ça, c'est une belle démonstration que la bourse versus l'économie réelle, c'est pas toujours la même histoire. Et dans les prochains jours, on va avoir d'autres indicateurs par rapport à la santé économique du Canada. En fait, ça va être les résultats financiers des banques canadiennes. Les earnings de BMO et de la Banque Scotia ont déjà été publiés ce matin.
et ceux de la Banque Royale, la TD et Banque Nationale s'en viennent dans les prochains jours. À date, les résultats de la Banque de Montréal et de la Banque Scotia, ce sont d'excellents résultats financiers. Leurs bénéfices nets, ils sont en hausse par rapport à l'année passée et ils semblent également se calmer vis-à-vis leurs provisions pour pertes sur créances. Autrement dit, avec la réduction de leurs provisions, BMO et la Banque Scotia, ils semblent avoir moins peur d'obtenir des mauvaises créances dans le futur, ce qui peut être rassurant premièrement pour les actionnaires et deuxièmement, ça fait également grimper les bénéfices parce que au niveau comptable, l'argent qu'ils mettent de côté pour les pertes potentielles, c'est considéré comme une dépense et nécessairement, ça vient diminuer la profitabilité des banques. Donc, bonne nouvelle à date avec BMO et la Banque Scotia. Bref, les résultats financiers des banques, pour moi, c'est un bon moyen de prendre le pouls de l'économie parce que ça nous donne un aperçu direct du crédit, de l'endettement des ménages, des décisions des PME et également des prévisions des banques par rapport aux mauvaises créances. Et sur ce, je vous rappelle que le code promo pour ma formation il est encore valide jusqu'au 19 septembre. Ça inclut un rabais de 25% sur la formation et un abonnement gratuit d'1 an à mon infolette. Tous les détails vont être dans la description de l'épisode. Et si vous avez apprécié le contenu du podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.